Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Alex Gilbert. Il est cofondateur et Chief Product Officer du projet Art Consortium. Comment tu vas, Alex ? Très bien, Romain. Merci beaucoup pour ton invitation. J'ai un plaisir immense d'être là dans ce podcast qui parle de Web3. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec toi. Bah écoute, plaisir partagé. Alors aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, mais on va parler notamment de tokenisation, qui est un mot à la mode et plus particulièrement dans le monde de l'art. Mais voilà, je veux pas spoiler l'épisode, donc comme d'habitude, voilà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3? Oui, alors en fait, je suis arrivé en France pour faire mes études en tant qu'ingénieur. Et après, eu la chance de passer pour plusieurs startups en tant que product manager. Je me suis spécialisé dans des startups plutôt tech, un B2B, un B2C, et pour applications mobiles et surtout des produits IoT. Alors, c'est un peu ancien maintenant, j'ai l'impression que les IoT, on ne parle pas beaucoup, mais je me suis spécialisé sur des produits IoT et des produits plutôt tech. Après, je me suis spécialisé sur les méthodologies Lean Startup, les méthodologies agiles. Et juste pour la petite histoire, j'ai participé à 3 startups à succès qui se sont fait racheter par des grands groupes et que finalement, j'ai pu vivre la vie en tant que start-upper et la vie dans un grand groupe. Je dois avouer que je préfère largement, mais largement la vie des startups qui est vachement plus sympa et qui me motive le plus. Donc, à chaque fois, mes expériences dans un grand groupe, c'est pas bien passé et je suis revenu dans le monde des startups. Donc, à choisir, je préfère le monde des startups. Ok, bon, en tout cas, on peut dire que tu as du nez, parce que finalement, quand tu rentres dans une startup, bah voilà, pour le fondateur, on sait que si le gars t'embauche, il va faire un bel exit. Donc, écoute, c'est bon à savoir. Si un jour vous avez besoin d'un product manager, faites appel à Alex et vous allez pouvoir peut-être revendre votre startup à un grand groupe. Du coup, alors peut-être avant qu'on vienne plus sur la partie Web3, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé au métier de product manager? Voilà, c'est quoi qui t'a intéressé? Alors, le product management, c'est en fait très intéressant pour quelqu'un qui aime la technique, mais qui aime bien aussi le business. Parce qu'en fait, le product manager, il fait le lien entre le business et le côté technique. Donc, en fait, étant donné que moi, j'étais un peu entre les deux, parfois, avant qu'on parle de ces rôles des product managers plutôt techniques, avant, on l'appelait soit architecte système, parfois c'était avant-vente sales, mais le monde des startups, en fait, c'était un peu, il n'y avait pas vraiment de rôle. Et c'est comme ça, en fait, que le rôle des product managers, qui c'est plutôt tech, il est apparu avec le monde des startups, avec le monde agile. Et donc, en fait, moi, je me suis plu parce qu'en fait, je pouvais aussi m'occuper de l'expérience utilisateur, me préoccuper de le modèle économique, de comment je pouvais vendre mes produits, il y a un côté marketing. Donc, en fait, c'est assez varié. Et moi, j'aime bien, en fait, naviguer dans des zones un peu, où il y a différents sujets en parallèle. Ok, merci pour ta réponse. Effectivement, hein, je pense que c'est un métier qui est très intéressant parce que tu touches à beaucoup de choses. Alors, tu nous disais justement que tu étais plutôt dans des startups, on va dire, du côté de l'IoT. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as rejoint l'univers Web3? Voilà, ça a été quoi le point de bascule? Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à l'univers Web3? Alors, comme je t'avais dit tout à l'heure, j'ai participé à une startup qui s'est fait racheter par un grand groupe américain.
Donc, j'avais un poste plutôt intéressant dans une grande société américaine, donc le poste de rêve pour un start-upper français. Et comme d'habitude, moi, je ne me suis pas plu. Donc, je passais pour une zone pour des desserts et je me cherchais un peu. Et en même temps, il y avait le Bull Run de 2021 dans lequel un ami m'a parlé de crypto. Et moi, j'avais, comme beaucoup de personnes, un a priori par rapport à Bitcoin. Je faisais l'amalgame avec déjà crypto égale Bitcoin, Bitcoin égale pas bien parce qu'en fait, il est utilisé par la mafia, Darknet, bon bref, toutes les points négatifs qu'on peut entendre quand tu connais rien sur le Bitcoin et ça, pardon, sur la crypto. Et j'ai un ami qui m'a dit non, mais en fait, tu te trompes, ouais, fais tes recherches. Et je commençais à vraiment faire des recherches et je commençais à m'intéresser, on va dire, comme plusieurs des personnes qui sont arrivées dans le monde de Web3 pour le trading. Parce qu'en fait, c'est le trading qui est vraiment très amusant et surtout que quand on est le bull run, on a l'impression qu'on sait très bien trader. Après, quand le bull run c'est fini, on se rend compte qu'on ne sait pas trader, que c'est des professionnels qui arrivent à bien trader. Mais en fait, ce qui est très intéressant quand on fait des trading, je pense que même si c'est le côté investissement et ce côté un peu roulette russe qu'on aime bien, il y a à un moment donné qu'il faut s'intéresser au projet, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est là qu'on on a un déclic dans lequel on se rend compte qu'en fait, il y a un vrai modèle économique, qu'il y a des vrais potentiels, qu'il y a et, tout un univers et qu'il y a en fait une philosophie derrière le crypto. En fait, il y a un intérêt social pour essayer de donner une alternative au modèle économique. Et c'est ça qui m'intéressait. En fait, on peut essayer de changer le monde. En fait. Et c'est ça que je dis dans mes posts toujours, essayons de changer le monde, essayons de l'améliorer. Ok, et donc du coup, alors une fois que tu as fait tes propres recherches, voilà, quand on dit souvent do your own research, que tu as été de plus en plus convaincu par ce que pouvait apporter l'écosystème, qu'est-ce qui t'a décidé toi voilà, à passer du côté, on va dire, des professionnels du secteur et à vouloir lancer ton propre projet? Disons qu'au début, je commençais juste à chercher un boulot en tant que product manager, en tant que CPO dans startup. Et parce que c'est je savais déjà que moi j'aimais bien les startups, mais étant donné que j'avais découvert le monde de Web3, ben, je me suis dit, bon, je vais chercher un rôle dans une startup. Je commençais à chercher. Bon, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, quand on veut rejoindre une société, il demande toujours avoir de l'expérience. Donc, en fait, c'est un peu compliqué pour pouvoir trouver. Mais malgré tout ça, il y a certaines sociétés qui sont intéressées à mon profil. J'ai passé des entretiens sur plusieurs projets. Et en fait, il a eu un projet qui était intéressant, que je trouvais qu'il était très risqué parce qu'en fait, c'était toute une petite startup qui était en train de se créer. C'est justement le projet sur lequel on va parler plus tard, qui m'a donné la possibilité de travailler avec eux et qu'après, je suis devenu cofondateur de sociétés cette organisation des over there, justement. Ok, alors justement, est-ce que tu peux nous parler bah, de la rencontre avec voilà, les autres cofondateurs de ce projet, comment ça s'est passé et comment toi bah, tu es arrivé aussi dans cette position petit à petit de cofondateur dans ce projet qui s'appelle Art Consortium, que tu nous décriras après. En fait, comme je te disais, justement, j'étais à la recherche d'un emploi. J'ai discuté avec l'équipe fondatrice et ils venaient de se créer. Et ils avaient beaucoup d'idées et comme beaucoup d'entrepreneurs, et ils étaient très amoureux de l'idée. Et moi, dans ma casquette de product manager, je me suis rendu compte que je pouvais justement apporter ces valeurs de product manager pour essayer de, de séparer les hypothèses des vérités. Hein, parce qu'en fait, en tant que start-upper, on croit beaucoup, qu'on croit la vérité, qu'on connaît le marché. Et je me suis dit que c'est une très bonne opportunité parce que le projet il est vraiment très intéressant. On va en parler après. Et quand je les ai rencontrés, je me suis rendu compte que il avait un match parce qu'en fait, les personnes, il était plutôt sympa. Je trouvais qu'il avait un bon fit, que c'est très important. Hein.
Et après, on s'était dit on allait travailler ensemble au début pour se tester. Et après, ils m'ont demandé si, et moi aussi, j'avais envie de rejoindre la team en tant que cofondateur. Donc, en fait, on a fait un changement et là, je suis devenu cofondateur de l'équipe Arc-en-Socium. Voilà Ok. comment c'est Ouais, passé donc j'imagine les que choses. très rapidement, ils ont pu voir la valeur que tu as pu leur apporter. Et puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'ils ont potentiellement aussi su se remettre en cause et pas rester sur des certitudes qu'on peut avoir quand on entreprend, c'est-à-dire être persuadé que son produit est attendu par tout le monde, que ça va marcher, et justement écouter les bons principes que peut apporter un product manager, voilà, en testant des hypothèses, les vérifiant, j'imagine, tester des personas, etc. Donc ok. Alors bah justement, parle-nous de Art Consortium. En intro, je parlais justement de tokenisation dans le monde de l'art. Bah, est-ce que voilà, tu peux nous expliquer ce que vous faites, ce que vous apportez à l'écosystème et quelle est votre vision? Yes, alors en fait, notre projet, en fait, c'est la tokenisation des œuvres d'art. En fait, l'idée, c'est pouvoir donner la possibilité à des personnes comme toi et moi, on n'est pas riches, la possibilité de devenir propriétaire d'un chef-d'œuvre. En fait, on parle des tableaux des maîtres, comme un Picasso, un Dali, n'importe quel peintre, un peintre très reconnu, pardon. Et, euh, et donc, en fait, comme on va venir les tokeniser, on va venir à splitter en plusieurs par une œuvre d'art. Et du coup, en fait, tu vas pouvoir devenir propriétaire d'une partie. Donc, à partir d'un certain montant, on va se dire par exemple 100 euros, on peut devenir propriétaire de le pourcentage équivalent à valeur de la propriété de l'œuvre. Voilà, c'est assez simple, c'est comme la tokenisation des immeubles, mais cette fois-ci, c'est pour les tableaux de maître. À la gestion du musée, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va venir tokeniser un tableau, le tableau ne va pas rester ni dans les mains des consortiums, ni dans les mains des propriétaires pardon, des tableaux. En fait, un musée va porter garant de la gestion du tableau, parce qu'en fait, c'est un métier qu'eux, ils connaissent très bien. Et en fait, ça permet aussi que les musées puissent améliorer et accroître leur collection. Donc, en fait, ça les va permettre de pouvoir faire entrer de nouveaux tableaux grâce à ces nouvelles modèles économiques qu'on est en train de mettre en place. Ok, parce que c'est vrai quand on préparait l'épisode, tu me disais que notamment les musées publics n'ont pas des budgets illimités pour acquérir des œuvres d'art, et donc j'imagine que pour eux c'est aussi un moyen d'avoir plus d'œuvres et donc d'augmenter aussi leur notoriété dans le voilà dans le monde de l'art en général. Exactement. En fait, c'est très important ce que tu dis. Pour donner un ordre de grandeur, le budget d'acquisition d'un grand musée, hein, c'est d'environ 3 millions d'euros par an. Un chef-d'œuvre coûte environ 20 à 40 millions d'euros. Donc, en fait, il y a un gap important entre le budget d'acquisition d'un grand musée et un chef-d'œuvre. Donc, en fait, ça permet justement que les amateurs d'art, les les crypto lovers et tous ceux qui sont attachés au musée puissent venir en aide d'un musée parce qu'en fait, les musées, c'est vraiment l'open qu'ils sont aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas le budget pour venir à améliorer leur collection. Et donc, en fait, c'est win-win parce qu'en fait, un musée, il est intéressé pour pouvoir acquérir de nouvelles œuvres d'art. Ça permet qu'il y a plus de personnes qui vont venir au musée. Et nous, on croit, et c'est un peu la vision qu'on a par rapport à ces projets, c'est qu'en fait, on va pouvoir faire en sorte que les personnes qui vont venir acheter, ils vont fidéliser aussi vers un musée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va acheter une part d'une œuvre d'art et qu'elle est exposée dans un grand musée, et ils vont vouloir venir voir le tableau qui les appartient. Et je trouve que ce serait très intéressant si, imaginons que je peux acheter, c'est impossible, mais si on pouvait acheter la Gioconda, moi j'aimerais bien aller voir avec mon fils, il disait, bah, je suis propriétaire de ces tableaux qui est historique en fait. Et c'est un peu ça, et ce qu'on essaye de faire avec notre projet, s'il y a le côté investissement, mais il y a aussi le côté social, de venir en aide au musée pour pouvoir faire en sorte que les tableaux restent dans des musées.
Donc en fait, si on se place du point de vue de l'investisseur, donc par exemple moi je peux acquérir un morceau d'un tableau en fonction de mon budget. Est-ce que ça permet aussi, on va dire, de spéculer, c'est-à-dire est-ce que si je pense que tel tableau va prendre de la valeur, est-ce que demain mon titre ou mon token il est liquide, c'est-à-dire est-ce que j'ai la possibilité de le revendre sur le marché secondaire, sur une marketplace à quelqu'un qui voudrait l'acheter potentiellement, je sais pas, 2 fois plus cher que le prix auquel je l'ai acheté il y a 2 ans? Alors, la réponse est oui. En fait, c'est pour ça que je parlais qu'il c'est un investissement. Et même si, en fait, nous, on pense que il y aura un peu moins de volatilité que les cryptos, hein, on ne va pas faire fois 100. En fait, c'est pour moi une façon de diversifier en investissement. En fait, il faut savoir que l'art, il est complètement décorrélé des autres marchés. Et c'est ça que c'est intéressant parce qu'en fait, on sait très bien que lorsqu'on investit, il faut savoir diversifier. Et l'art, c'est celui qui résiste le mieux à tous les autres marchés. Et en fait, il monte depuis des années. Et donc, en fait, c'est un bon investissement, en fait, un valeur refuge. Et en fait, c'est comme ça qu'on essaye de le marketer, en fait. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais en fait, parce que, en fait, on part ici d'un côté quand même social, il y a l'art et le côté spéculatif de l'art elle est un peu moins explosif en fait que les cryptoactifs. En revanche, je suis d'accord avec toi, si on a un beau tableau avec un grand musée, c'est très certain que le prix va remonter. Et en fait, s'il y a des news qui font rapport à le peintre, s'il a le peintre et s'il est encore vivant et qui fait une vente et successful ailleurs, ça va faire en sorte que le prix va marcher. Mais ça, c'est le marché qui fait ça, en fait. Ouais, bien sûr, c'est le marché qui est le roi comme d'habitude. Est-ce que tu peux nous dire Oui. peut-être un peu plus dans le détail comment ça va fonctionner? C'est-à-dire, est-ce que tout se passera sur votre application, votre marketplace? Est-ce que vous serez un peu en marque blanche derrière les institutions des musées parce que ce sont des marques fortes et j'imagine qu'ils veulent garder la main sur leur communication et tout ça. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement comment ça va se passer de ce point de vue-là? Très bonne question parce qu'en fait, c'est une des différences qu'on a par rapport à des concurrents parce que on est très proche de la marque blanche. En fait, on n'est pas une marque blanche, c'est un co-branding parce qu'en fait, celui qui va être à l'origine de la tokenisation, c'est Arc Consortium. C'est pour des questions légales, hein. Il y a toute une structure légale qu'il faut gérer. Mais en fait, tu as bien raison. Notre produit, il va être intégré directement sur le site des musées. En fait, nous, on est là juste pour faire la gestion, d'accord, des tokens. Mais en fait, les ventes, si on peut l'appeler comme ça, des tableaux vont être directement intégrés dans les sites du musée. Donc, en fait, si on parle d'un grand musée, on va aller sur le site du musée. Dans le site du musée, il y aura un marketplace. Et on cliquera sur le bouton de ce marketplace et on ira sur le site qui permettra d'acheter comme si on était dans le site du musée. Et on utilise toujours le branding du musée et en fait, c'est comme si ça passe dans le musée. En fait, nous, on est là pour venir en aide des musées et comme tu l'as bien dit, en fait, l'important, c'est garder toujours la marque des grands musées ou des grandes galeries. J'ai beaucoup parlé des musées parce qu'en fait, c'est notre time to market. On s'est dit qu'on allait privilégier les musées mais en fait, il y a des grandes galeries qui sont intéressées. D'ailleurs, on est très proche avec une grande galerie mondiale qu'on est en train de faire des discussions avec cette galerie aussi en même temps, qu'on fait des discussions avec des musées. Et juste pour finaliser, en fait, le dossier marché, parce que c'est une question que tu m'avais posée, ça se passe aussi dans le site du musée. En fait, notre produit est, on a une page par œuvre d'art. Donc, en fait, il y a la vente des premiers marchés, c'est-à-dire la première fois qu'on va mettre en vente les tokens. Et après, sur la même page de l'œuvre, on va mettre en place le marketplace pour faire la vente secondaire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va mettre des tokens à la vente. C'est sur la page de l'œuvre qui vont être émis les ventes de ces
tokens qui représentent la valeur de la propriété du tableau. Et alors j'avais une dernière question un peu technique, mais je vais chercher la petite bête. Qu'est-ce qui protège le musée et voilà comment vous pouvez garantir qu'à un moment donné il n'y a pas quelqu'un de très riche qui veut prendre le contrôle d'une œuvre et qui du coup va acheter plus de la moitié des tokens et qui va ensuite se présenter en disant bah non j'ai la majorité des tokens qui représentent cette œuvre et du coup bah voilà je souhaite la détenir voilà je veux plus qu'elle soit exposée dans le musée. Enfin est-ce que voilà vous avez prévu tout ce dispositif de protection? Oui, alors on travaille avec un avocat qui est très connu dans le monde de tokenisation et s'appelle Thibaut Verbiest et qui il a fait déjà plusieurs projets de tokenisation. Et en fait, on a prévu ces cas parce qu'en fait, moi, j'essaye de vulgariser tous les termes, mais en fait, il y a un vrai contrat qui est passé. Et dans les CGU aussi, on stipule que même si il y a quelqu'un qui a 100% des tokens, c'est pas pour autant qu'il va devenir le gestionnaire de l'œuvre d'art. Mais ça, c'est de la condition d'utilisation parce qu'en fait, il y a toujours ces côtés sociaux qui on veut privilégier parce qu'en fait, on considère que les tableaux doivent être gardés dans le musée. Et en fait, après, on sépare la gestion de l'œuvre légalement avec la propriété de l'œuvre. Mais tout un cadre légal qui était défini, formulé pour que justement il n'y en ait pas des problématiques concernant la gestion de tableaux. Alors, est-ce que tu peux nous donner aussi peut-être quelques éléments, notamment sur la timeline du projet? Quand est-ce que vous allez lancer la première opération? Et puis, en termes de partenariat et de travail avec les musées ou les galeries, aujourd'hui, combien d'établissements voilà, vous ont fait confiance? Voilà, comment ça se passe? Si on parle de la partie technique, on a tout le marketplace, il est déjà est développé. Et nous avons déjà les premières tokens. On a fait la première MVP avec un premier tableau. Nous avons un musée coréen qui nous a fait confiance, pardon, une galerie coréenne. Et donc, c'est notre premier contrat. On travaille aujourd'hui avec les plus grands musées. Je ne peux pas donner des noms, hein, mais je suis désolé. Et musées français. Et une grande galerie très connue à niveau mondial qui est intéressée aussi. Et en fait, en fait, où on est aujourd'hui, c'est en fait, on a envoyé tous les contrats parce qu'il y a toute une structure légale qui est quand même complexe. Et il faut savoir que pour les musées aussi, il y a toute une gestion des ce qui peut être fait, ne peut pas être fait à niveau légal. Donc en fait, ils sont en train d'analyser les contrats et en fait, on est sur ces sujets-là de discuter sur les aspects légaux qu'ils peuvent avoir sur notre projet pour venir comment dirais-je, à finaliser la partie. Et donc, en fait, nous avons une lettre d'intention d'un musée dans lequel on est en train justement d'aller vraiment plus en détail avec eux euh, pour un tableau, mais malheureusement, je ne veux pas donner des noms. Mais en fait, notre stratégie aujourd'hui, c'est faire des discussions avec des grands musées, parce qu'en fait, les grands musées ou les petits musées, en fait, on va avoir la même énergie pour pouvoir les closer. Et on s'est dit qu'un grand musée, ça va nous donner plus de visibilité. Et à fur et à mesure qu'on aura plus de grands musées, ça sera plus simple de venir avec des plus petits parce qu'en fait, dès qu'il y aura un ou deux qui auront fait confiance, il y a les autres que ça sera plus simple pour eux. En fait, c'est toujours le premier sur un aspect un peu délicat, légal, et que, en fait, ils ont un peu peur de franchir le pas. En fait, on est en train de parler des musées déjà et faire un deal avec Web3. Donc, c'est quand même compliqué, il faut comprendre. Hein. Quand on parle des tokenisations, quand on parle des choses qui sont un peu compliquées, ça les fait peur. Et déjà, je ne sais pas quand ils ont mis la carte bleue, mais en fait, non, j'exagère un peu. Mais en fait, tout ce qui est technique, ne vont pas prendre le risque facilement. Alors du coup, toi qui es, on va dire, un spécialiste du product et qui est aussi aujourd'hui cofondateur d'un projet Web3, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de lancer aussi un projet Web3,
Ce serait quoi ce conseil que tu lui donnerais, soit parce que c'est peut-être une erreur que vous avez pu faire de votre côté, voilà, ce serait quoi le meilleur conseil peut-être sur la partie product que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer son projet Web3? Moi, justement, j'essaye d'aider certains projets Web3, étant donné que j'ai déjà passé par cette période dans laquelle il fallait que je me pose les bonnes questions. Et je pense qu'il y a trois questions qu'il faut se poser. La première, c'est pourquoi mon projet a besoin d'une blockchain? En fait, parfois la réponse n'est pas immédiate. Il faut essayer d'identifier justement pourquoi on est en train de utiliser la blockchain euh, dans, euh, dans mon produit. Et ça va permettre d'identifier la proposition de valeur, parce qu'en fait, la proposition de valeur, c'est le plus important dans un projet. Que ce soit Web3 ou que ce soit n'importe quel type de projet, hein, ça c'est transverse pour tout type de projet, de startup, c'est se focaliser dans la proposition de valeur. Et on a vu beaucoup de projets dans lesquels on s'est demandé justement quelle était la proposition de valeur de ces différents projets. Et donc, en fait, je dirais que se focaliser sur la proposition de valeur, c'est vraiment le point principal sur lequel je recommanderais à toutes les personnes qui veulent faire un projet Web3 puissent s'identifier. Parce qu'en fait, c'est pas le fait de la décentralisation ou le fait de ce sentiment de possession qui va faire en sorte que monsieur, madame, tout le monde vont venir à utiliser le produit, le service qu'on va offrir. Parce que ça suffit pas. Parce qu'en fait, il faut éduquer beaucoup les gens pour que les gens puissent se rendre compte de ce qui permet de faire la décentralisation et tout ça. En fait, monsieur, madame, tout le monde, en fait, c'est pas important pour eux. En fait, la seule chose qu'il faut savoir, qu'est-ce qui fait de mieux, pourquoi je vais l'utiliser, qu'est-ce qui m'apporte en moi que je vais franchir le pas pour pouvoir faire ça. Et le troisième point, c'est simplifier. En fait, il faut vraiment que nous, on puisse simplifier les produits Web3. Alors, combien de produits Web3 j'ai vu que même moi, j'arrivais pas à utiliser, que même moi, j'avais peur de faire quelque chose parce qu'en fait, on sait très bien, quand on connaît un peu le Web3, que quand on fait une transaction, il n'y a pas la banque qui va m'aider ou une assurance qui va m'aider si j'ai fait une bêtise. Là, c'est toi, effectivement, il y a un sentiment de, OK, une responsabilité importante, mais il faut que le produit puisse aider ces personnes-là pour qu'en fait, on ne puisse pas faire d'erreur. Et là, il y a tout un concept, et c'est pour ça qu'en fait, le Web3 m'intéresse en tant que product manager, parce qu'en fait, je pense qu'il y a plusieurs portes qui sont en train d'ouvrir pour tous ces gens qui aiment bien l'expérience utilisateur, qui aiment faire des produits, la conception des produits. Ok, bah merci pour ces trois super conseils. Donc si je résume, c'est première question, la blockchain a-t-elle vraiment une utilité dans mon projet? Deuxième point, c'est se focaliser sur les propositions de valeur. Et troisième point, c'est simplifier au maximum l'expérience utilisateur. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu peux juste en deux mots nous dire sur quelle blockchain vous allez construire votre solution et pour quelle raison? C'est une très bonne question. Au début, par définition, on est ce qu'on appelle blockchain agnostique. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'a pas une blockchain de préférence. Mais au début, il faut commencer par une. On a commencé par Tezos. Et Tezos, c'est une blockchain qui est très liée au monde de l'art. D'ailleurs, sur tous les événements plus importants d'art, c'est Tezos qui est là. Et à la suite de ça, on va se déployer sur d'autres blockchains, très probablement sur Polygon, et après on verra. Ok, bon, j'étais quasiment sûr que tu allais me répondre Tezos parce qu'effectivement, ouais, ils sont très présents, comme tu l'as dit, dans le monde de l'art. Est-ce que pour qu'on sorte aussi un petit peu de ton projet, parce que voilà, le podcast aussi présente avant tout le parcours d'un builder comme toi, tu peux nous parler d'un autre projet que tu suis attentivement et pourquoi ce projet te plaît et t'intéresse? Alors, en fait, moi, je vais surprendre peut-être avec ma question, mais je pense plutôt à l'écosystème français dans le monde de crypto. Et là, si je suis venu un peu à faire de Web3, c'est parce qu'en fait, je me suis dit que les startups françaises, il manquait des repères et qu'il était trop derrière par rapport à la Silicon Valley.
Et je me suis dit, bah, le Web3, ça peut être un bon cheval de bataille pour que la France et tout l'écosystème français puissent devenir les leaders sur un sujet qui va changer le monde. Et en fait, moi, je me rends compte qu'il y a tout un écosystème français très intéressant. Et moi, c'est mon coup de cœur, hein. Il y a Tessos aussi, qui a fait beaucoup sur ça. Et il y a, moi, je suis fan de Tessos, ça se voit peut-être. Nomadic Labs, il a beaucoup fait pour ça. Et il a Pilates Labs aussi. Je suis fan aussi de Pilates Labs qui fait beaucoup de choses. Et ces podcasts n'est pas sponsorisé, hein, je vous le signale, si jamais que la personne. Mais en fait, je trouve vraiment qu'à niveau de l'écosystème français, il y a quelque chose qui se passe et plutôt intéressant. On a deux grandes entreprises qui sont vraiment français, comme Sorar et Ledger. Et en fait, j'ai vu dans leur dernier rapport qu'il y a 250 startups françaises et Tessos, il est le deuxième blockchain dans l'infrastructure de l'écosystème blockchain. Donc en fait, là, je me rends compte qu'il est vraiment très intéressant l'écosystème français. Et quand je vois les personnes avec lesquelles je côtoie et que je peux voir qu'il y a un vrai entraide, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça me fait plaisir de travailler avec des gens. Et un podcast comme le tien, Romain, ça montre aussi bien hein, qu'on a une petite famille, de l'écosystème français qui essaie de faire des choses et qu'on essaie de se tirer tous vers l'eau. Donc, moi, si tu me parles un coup de cœur de ce moment-là, c'est justement l'écosystème français. Ok, bah écoute, merci. Et puis bah écoute, voilà, un peu de cocorico, ça fait pas de mal, effectivement. Et espérons que bah, voilà, on garde peut-être la petite longueur d'avance qu'on a acquis ces dernières années dans le Web 3 et que ça devienne voilà une référence pour d'autres pays. On arrive déjà à la dernière question. Du coup, alors bah avec tout ce que tu m'as dit, j'imagine que tu as voilà une belle vision aussi de cet écosystème Web 3. Si tu devais dessiner à quoi ressemblerait ton Web 3 idéal d'ici 5 ans ou 10 ans, voilà, ce serait quoi? J'imagine que d'ici à 10 ans, le wallet crypto, ça va être un élément qui va être inclus dans un smartphone et qu'en fait, nous tous, on aura, comme nous avons déjà presque notre carte bleue dans notre téléphone, nous aurons notre crypto wallet qui sera complètement indépendant, sécurisé et qu'effectivement, on pourra choisir à payer directement soit avec la carte bleue, soit avec notre crypto wallet et ou dans une façon différente, que ce soit une espèce de clé USB ou une carte magnétique. Moi, je crois beaucoup en fait qu'on va simplifier l'expérience utilisateur pour qu'elle soit le plus simple possible, qu'on va faire en sorte que on va, en toute transparence, arriver à pouvoir faire un paiement aussi simplement comme on le fait avec une carte bleue. Et on a vu qu'il y a le standard par rapport au wallet qui est en train de changer, justement pour essayer d'améliorer l'expérience utilisateur. Et juste mars, il y a le standard pour Ethereum qui est sorti, qui permet de faire des choses. C'est sûr que ça va évoluer. Et voilà, après, à savoir, est-ce que c'est Ledger ou est-ce que c'est une autre marque qui va avoir l'idée. Voilà, ça m'étonnerait presque que d'ici à 10 ans, il n'y a pas un module intégré ou qu'on puisse s'intégrer directement sur un téléphone pour qu'on puisse faire nos paiements directement sans se poser trop de questions et que le mot de passe, le 25 mots qu'il faut se rappeler aujourd'hui, ça serait une histoire de passé. On va rigoler, on va dire, mais avant, il fallait vraiment se rappeler des 25. Mais comment les faisait? On l'écrivait au papier. Oh, c'est très drôle. Moi, j'espère. Ok, ouais, effectivement, effectivement. Bah, écoute, merci d'avoir partagé ta vision et puis bah, merci d'avoir joué le jeu de prendre le micro pour Behind the Chain. C'était un plaisir de te recevoir. Bravo pour le projet aussi. Je vous souhaite beaucoup de succès et puis je trouve ça vraiment cool en tout cas voilà, c'est un beau cas, je trouve, d'utilité d'une technologie au service, bah voilà, peut-être d'un monde qu'on peut imaginer un peu encore des fois à l'ancienne entre guillemets et voilà, j'imagine que ça
voilà, vous êtes vu comme un partenaire qui va les aider aussi à mieux rayonner, à mieux vendre leur marque en France, à l'étranger. Donc voilà, je trouve ça super chouette. Et puis bah voilà, bonne chance et puis je te dis à très vite et je te laisse le mot de la fin pour conclure. Merci Romain pour ton invitation. C'était vraiment très sympa de pouvoir partager déjà mon projet qui me tient vraiment à cœur et aussi pouvoir parler de ce qui me tient toujours encore, que c'est le product management. Et bon, si je peux aider certains projets sur le Web3, ce sera toujours avec plaisir donner mon avis de la question. Ça Merci Romain marche, pour bah ton invitation. on partagera du coup tes contacts dans la description du podcast pour voilà pour ceux qui souhaiteraient bénéficier de tes conseils dans le product management et dans le Web3 plus spécifiquement. Écoute, à bientôt Alex et bonne chance pour la suite. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.